Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus aujourd'hui. Raw Material Company est un centre pour l'art, le savoir, la société à Dakar. C'est une initiative qui s'articule autour du commissariat d'exposition, de l'éducation artistique, de résidence, de la production de savoir et de la documentation de la théorie artistique et de la critique d'art. Bonsoir pour toutes, je m'appelle Féligué, je suis commissaire des expos ici à Raw Materials. Le Raw Academy est un programme résidentiel expérientiel pour la recherche et l'étude de la pratique et de la pensée artistique et curatoriale. Raw Academy expose les participants ou participantes ou bien les intervenantes ou intervenants à l'environnement artistique dynamique et historiquement critique d'une ville, tout en leur offrant un espace libre pour l'exploration, l'enquête, la recherche et la production de leurs propres idées. Le programme est conçu pour promouvoir un échange et un dialogue intense organisé autour des sessions publiques et fermées qui comprennent des séminaires, des conférences, des ateliers, des expositions, des visites d'institutions culturelles et des publications. Le programme se déroule généralement à Dakar pendant 5 à 7 semaines, mais peut être déployé en fonction de son thème dans d'autres zones géographiques. Chacune de ces sessions s'articule autour d'un cadre conceptuel pertinent, pensé par un directeur, directrice ou une directrice, dont la pratique démontre une approche originale de l'art, du commissariat d'exposition et de la critique d'art avec l'apport de confrères qualifiés invités. Sense of place, displacement, replacement, non-placement. La 11e session de la Raw Academy s'ancre dans les réflexions ouvertes sur l'état des lieux, le sens du lieu, déplacement, replacement, non-placement, un symposium international conçu en collaboration avec le professeur Felisa. Dans cette continuité, cette 11e session de la Raw Academy est partagée par des fellows et des facultés qui ont en commun ces préoccupations et dont l'expertise sur ces questions est reconnue. On a l'anthropologue et historienne Abdurrahman Seck, l'architecte et anthropologue Sename Kofi Abodjinou, l'historienne et commissaire d'exposition Samia Henny, l'historienne antidisciplinaire, activiste et organisatrice sociale et politique Dr. Sonia Vaz-Borges, la chercheuse, designer, professeure d'architecture Maylin Loco, et enfin Ali Betta, musicien, commissaire d'exposition, cinéaste, écrivain et fondateur de Kenu Lab, orateur des imaginaires, ainsi l'équipe de Raw Material Company. Les fellows, on a Abdurrahman Adja, photographe et cinématographe basé à Marrakech, Aïcha Aliou-Bima, curatrice, autrice, chercheuse et photographe basée à Abuja. Amabé est une artiste ghanéenne tissant son existence entre les États-Unis et l'Afrique de l'Ouest. Fora est une nomade académique avec formation en sociologie, relations internationales et travail social avec origine camerounaise basée à Berlin. Fora Motu est géographe, écrivain et artiste visuel ghanéen. On a Lauren Loïs Doua, qui est artiste et designer transdisciplinaire ghanéenne. On a Younes Ben Slimane, qui est cinéaste d'origine de Tunisie, travaillant sur l'architecture vernaculaire tunisienne. On a Zaz Ilouhi, qui est artiste camerounaise originaire de Douala. On a Massoka, qui est photographe et réalisateur sénégalais. On a Catherine Annabelle, qui est artiste interdisciplinaire, architecte, chercheuse, éducatrice et boulangère indonésienne basée à Mexico. On a Eugénie Shah, qui est écrivaine et artiste pluridisciplinaire dont le travail négocie la relation entre la mémoire,
la violence et les espaces publics dans la contestation, la résistance, le transit ou le mouvement, qui est notre observatrice pour cette académie. Et on aura le privilège d'avoir Sename Kofi Adbodino qui était avec nous depuis lundi, qui est penseur, écrivain, activiste technologique et entrepreneur social primé à plusieurs reprises, avec une formation en design industriel et architecture en anthropologie. Il consacre à l'innovation urbaine axée sur la communauté en Afrique, réalise des expositions et donne des conférences et ateliers dans le monde entier. Il est membre du jury de divers projets artistiques, de fondations et de conseils d'administration. Il est fondateur de l'Africaine d'architecture, une plateforme collaborative pour l'expérimentation et la recherche sur l'architecture africaine, et le WoLabs, un réseau de centres technologiques togolais visant à promouvoir l'équité face à la révolution numérique. Son projet Hub City réimagine les villes intelligentes africaines comme des espaces résilients, favorisant des avenirs inclusifs et durables. Il travaille sur des concepts qui intègrent des éléments autochtones dans les designs modernes, qu'il met ensuite en œuvre en tant qu'inventeur, concepteur et entrepreneur au niveau du produit, du bâtiment et de la planification urbaine. Son travail développe des visions alternatives autour des questions d'architecture holistique, de computation primitive, de démocratie dans la technologie et de la durabilité urbaine. Père de la démarche et néo-vernaculaire, l'engagement de Sename libère un nouvel espace de recherche au croisement des études africaines et des études numériques. Aujourd'hui, il va nous parler sur le sujet de la chape et le calque, état du lieu. La conférence propose de penser le lieu pour se repérer et manœuvrer la transition en jeu de notre temps, la fin de la période historique et l'avènement d'un grand moment géographique. Donc, sans plus tarder, on vous demande de nous rejoindre ici. Merci, Vous allez me laisser tout seul? Oui. Sérieux? Même pas toi, Féline? The floor is yours. Le micro est l'autre. Sérieux? Ok, vous êtes tous très beaux. On m'avait pas dit que les conférences à Aro étaient l'occasion de se mettre sur 131. Donc j'aurais fait un effort. Salut à tous, je suis très heureux d'être là. Avant que j'oublie, j'aimerais dire 2 mots sur le Togo, mais je préfère le faire à la fin. Donc si jamais je m'en rappelais plus, je compte sur vous pour me le rappeler. Donc très heureux d'être là. Merci Féline pour l'invitation. Merci à toute l'équipe de Ro pour l'invitation et pour l'accueil. Je vais comme d'habitude dans mes interventions juste vous jeter un vrac d'idées, de réflexions. Mais cette fois-ci, j'ai voulu être un peu plus structuré. Donc je les ai organisées, toutes ces idées, ces réflexions en temps. Et donc il y a 6 temps, je crois, dont chacun vous oblige à un déplacement. Voilà. Donc le premier temps de mon intervention est complètement fictionnel. C'est un espace-temps qui n'est pas du tout le nôtre. La communauté humaine de cet espace-temps voit ces nations s'entre-déchirer. C'est une histoire, hein, c'est complètement fictif ce que je vous raconte là. Donc la situation est que les nations s'entre-déchirent dans des guerres interminables, mais aussi que les humains sont sous le diktat d'idéologies qui veulent leur prescrire l'opinion, la valeur, etc. Les sages de cette réalité, à qui on demande conseil, répondent que l'homme, en réalité, est esclave et qu'il faut le libérer. Alors, de quoi l'homme est-il esclave selon ces sages? C'est des conditions organiques de leur existence. Et donc, il faut s'extraire de cet arbitraire de l'organique et vous verrez, disent les sages, que tous les problèmes seront réglés. Alors, les hommes convoquent les ingénieurs de cette réalité
Et les ingénieurs de cette réalité inventent la ville comme solution pour ce problème. Et la ville est un outil formidable parce que la ville permet de créer, de sanctuariser, si vous voulez, le lieu de l'homme et de mettre à distance tout l'arbitraire organique et de pouvoir avoir donc une société qui est en quelque sorte maître de ses lois et ne dépend plus de quelque chose qui lui serait extérieur. Et ça marche très bien, les humains sont contents. Quand on demande aux trésoriers de cette réalité s'ils veulent bien supporter l'extension à l'infini de cette invention, ils disent oui, ils sont OK, ils sont d'accord. Et on commence à comprendre qu'ils sont même très heureux parce que, en réalité, ce qui forçait les guerres à continuer en permanence, c'était l'industrie. Et les trésoriers avaient peur que si les guerres cessaient, le premier débouché de l'industrie qui est la guerre, parce que toutes les industries tournaient pour produire des armes, aurait collapse en quelque sorte et que les industries se seraient arrêtées s'il y avait eu une paix générale. Mais avec ce nouvel ennemi désigné qui est l'organique, la nature, les industries pourraient redémarrer de plus belle, cette fois-ci non seulement pour produire, plus du tout d'ailleurs pour produire des armes, mais pour produire tout un tas d'outils, d'artifices, de subtilités dont l'accumulation fait civilisation et permet de plus en plus de s'extraire de la condition primaire organique de l'existence. Donc, comme je le disais, tout était vraiment pour le mieux. Et puis, les hommes ont commencé à ressentir une sorte d'inconfort. Donc, ils sont retournés voir les sages et leur ont dit « Bon, votre solution, enfin, votre idée nous a amené à une solution, mais on n'est pas vraiment épanoui au sein de cette solution, la ville, parce que on est quand même des êtres collectifs. Vous savez, c'est très compliqué de faire entrer toute la famille dans ses appartements. Et puis, vous savez, il faut un village pour élever un enfant. Et avec tous ces murs partout, dans ce nouveau truc-là que vous appelez la ville, c'est de plus en plus difficile de faire cette communauté. Donc, ils ont commencé à lister tout un tas de problèmes qui avaient émergé avec la toute première solution qui avait été proposée. Alors, les sages leur ont dit, attendez. Mais tout ce que vous nous dites là, c'est la preuve que vous n'êtes pas encore réellement émancipé. Cette chose dont vous parlez, l'être collectif, ça a l'air de fonctionner exactement comme la nature, en fait. Ça patrimonialise encore, d'après nous, trop d'organicité. Il y a encore beaucoup trop d'organicité, de réminiscence d'organicité dans ce que vous nous décrivez là. Donc il faut s'en extraire aussi. Et vous verrez, vous serez tout à fait libérés et les choses iront pour le mieux. Donc les hommes convoquent les ingénieurs et les ingénieurs inventent l'économie. Alors l'économie est un outil formidable parce que l'économie professe que chaque homme peut poursuivre son désir personnel et que la somme de tous les égoïsmes, la concurrence de tous contre tous en somme, produirait un épanouissement général et la prospérité, une prospérité qui serait partagée. Et donc que le marché, vous savez, adoucirait, pacifierait donc la société. Donc on mit en place l'économie et les trésoreries étaient très contents. Là aussi, ils n'ont pas fait opposition parce qu'ils ont tout de suite compris que ça permettait là aussi de continuer à nourrir la logique de la multiplication de l'argent. Parce qu'évidemment, dans cette nouvelle proposition où chacun peut être chez lui, isolé, individuel, une perceuse, par exemple, qui avant pouvait fonctionner pour un quartier entier, ne peut plus. C'est-à-dire que désormais, chaque personne doit acheter sa perceuse à la maison pour pouvoir, quand le moment sera venu pour lui d'avoir besoin de cet outil, pouvoir en disposer. Et donc, ça démultipliait les capacités du marché de basculer dans cette sorte de société devenue individuelle. Et donc, tout est là pour le mieux, dans cette réalité alternative, jusqu'à ce que, à nouveau, les humains éprouvèrent une gêne. Donc, ils retournèrent voir les sages pour leur dire, bon, vous savez, c'est bien beau l'économie, mais ça n'a l'air de fonctionner qu'en calcul. Et nous, on est quand même des êtres de chair,
Des fois, ça se noue dans notre ventre parce qu'on a des émotions, on a le cœur qui se serre, parce qu'on a une peine, et tout ceci semble échapper à cet outil, l'économie. Et donc, ça ne va toujours pas comme il faudrait. Alors les sages leur disent, attendez, attendez, c'est parce que, visiblement, vous n'êtes toujours pas définitivement émancipé des conditions organiques de l'existence. Cette chose dont vous nous parlez, la chair, le corps, a l'air d'être une réminiscence à nouveau d'organique, quelque chose d'incontrôlé, d'arbitraire. Il va falloir vous en extraire aussi si vous voulez réaliser cette société parfaite de l'homme complètement émancipé de toute contrainte. Alors on fit venir les ingénieurs, et les ingénieurs inventèrent les technologies du digital. Et les technologies du digital étaient un outil formidable parce qu'il permettait aux humains de mettre en sommeil ce dernier bastion d'organicité qu'est le corps et de n'avoir des expériences uniquement qu'en esprit. Et donc cette société prospéra extraordinairement. Le marché et les trésoriers étaient à nouveau très heureux parce que l'économie gagna d'ailleurs en légitimité, parce que l'économie qui n'avait pas d'objet dans la séquence d'avant, parce qu'elle était un peu éthérée, elle ne correspondait à rien de logique dans le réel, venait de trouver son éthéré avec le digital, qui lui partage avec lui le même caractère un peu suspendu, éthéré. Et donc l'économie, gagnant en légitimité, devint même un peu messianique à rebours pour avoir anticipé ce qui aurait dû être son objet. Et cette société prospéra, et cette fois-ci tout alla définitivement pour le mieux, parce que ces trois niveaux d'abstraction que les ingénieurs ont proposés, la ville, l'économie et le digital, semblaient donc partager le même ADN d'abstraction, le même ADN d'éthéré, et ils s'enchassèrent même ces trois niveaux d'abstraction idéalement, et firent une société d'un éthéré un peu triple, et une civilisation tout à fait prospère et satisfaite. Le deuxième temps de mon intervention nous ramène dans notre réalité, mais alors le lieu est le nôtre, celui terrestre, mais la timeline est un peu brouillée, elle est même un peu ambiguë. Et là, je vais vous parler de simulation. Donc, je vous préviens, si vous n'avez jamais entendu parler de simulation, sachez que je vais faire quelque chose là qui va changer votre vie à jamais. À partir du moment où vous aurez entendu ce que je vais dire là, après, vous commencerez... D'accord, voilà. Vous commencerez à tout questionner autour de vous. Donc, si vous ne voulez pas prendre la pilule bleue, je vous demande de quitter la séance avant que je ne me mette à parler de simulation. Est-ce que le seul non téméraire c'est suffisamment éloigné? Voilà. Donc, je vais vous parler de l'hypothèse de la simulation. Qu'est-ce que c'est que l'hypothèse de la simulation? C'est un des fantasmes donc, de la Silicon Valley, qui est une proposition tout à fait logique et cohérente, en fait. Ce que dit la simulation, c'est que les technologies connaissant un essor presque exponentiel et devenant de plus en plus meilleures, on atteindra un jour, forcément, ne serait-ce que dans les technologies de réalité virtuelle qui nous permettent de faire des expériences non réelles. On atteindra donc un jour ce que j'appelle un point d'inflexion, moi. On atteindra donc cette situation où il se sera devenu tout à fait impossible de distinguer le réel du virtuel. Parce que les technologies auront évolué et auront créé ce truc systémique qui vous endort complètement, en quelque sorte. Et donc, l'hypothèse de la simulation est extraordinaire parce que sa première conséquence, c'est qu'elle met en crise tout de suite la timeline. C'est-à-dire que si cette possibilité est dans le futur, ça nous oblige à douter du présent. Qu'est-ce qui nous prouve que nous sommes ici, aujourd'hui? Nous sommes peut-être dans une simulation. Et c'est peut-être des gens du futur, équipés de je ne sais quelle technologie du futur, qui jouent à vivre ce que nous faisons
là en ce moment. Mais l'hypothèse de la simulation est surtout intéressante parce qu'il faut envisager que c'est une forme un peu terminale de colonisation du lieu. C'est-à-dire que pour réaliser et performer la simulation, il est nécessaire d'annuler la prédisposition de l'humain à vivre dans un environnement donné. Donc il faut dérouter les sens et tromper complètement notre appareillage physique. Donc il faut en quelque sorte annuler la radicalité du lieu. Il faut aussi vous isoler parce que votre fils pourrait tenter de venir vous réveiller pendant que vous faites cette expérience de simulation. Donc idéalement vous êtes isolé et vous pouvez donc dans cette sorte de colonisation du réel lui-même, vivre quelque chose qui, en tout point de vue, est devenu difficile à distinguer de ce qu'est le réel. Le troisième temps de mon intervention, on est toujours dans notre réalité, celle-ci, mais le temps est devenu, bon, l'espace est le même, c'est le nôtre, mais le temps, on commence à manquer du temps. Le temps est moins profond, si vous voulez. Il y a moins de la marge sur le futur. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est nous vivons une société qui ne croit plus dans le futur. Le futur tarit en quelque sorte. On n'est plus des sociétés tendues vers le futur. On n'a plus du tout foi dans le futur. Et ça s'explique par une situation très particulière qui est une sorte d'accumulation de phénomènes morbides. C'est-à-dire que nous sommes peut-être la première civilisation à faire face à la fois à 3 menaces existentielles. On en a déjà eu, mais à chaque fois c'était une à la fois. Cette fois-ci on en a 3. Vous les connaissez. Il y a une menace existentielle liée aux politiques. C'est toutes les tensions que vous avez en ce moment et qui pourraient tous dégénérer vers une sorte de conflagration nucléaire qui annihilerait complètement l'existence et la vie sur Terre. C'est Israël, l'Iran, c'est les États-Unis, la Chine, c'est l'Europe occidentale et l'Ukraine, c'est l'Inde et le Pakistan. Donc le retour de conflits désormais suffisamment outillés pour mener ou porter une menace systémique sont la caractéristique de notre temps. Et ces conflits viennent en quelque sorte en groupe. La deuxième menace existentielle de notre époque, elle est écologique, évidemment. Elle est suffisamment, je pense, documentée dans nos pratiques à tout un chacun. Et dernière menace existentielle, liée aux nouvelles technologies, mais dont on ne parle pas beaucoup en Afrique, c'est tout ce qui a à voir avec l'intelligence artificielle, ce qu'on a appelé il y a encore quelques temps l'IA forte, mais qu'on appelle désormais l'IA générale, et qui tient au fait qu'il pourrait y avoir ce qu'on appelle un désalignement de l'IA, c'est-à-dire que l'IA pourrait décider de ne pas faire ce que l'homme lui demande, et avec le potentiel qu'a cette technologie, si cela arrivait, on pourrait imaginer qu'on soit face à une catastrophe presque terminale. Donc toutes ces 3 menaces ont quelque chose en lien avec le lieu. Pour la menace existentielle liée aux politiques, au retour de la violence dans le discours, à cette apparition de monstres à la tête des États, il y a à chaque fois quelque chose d'activé dans une sorte de désinhibition à reconnecter avec l'esprit colonial. Donc on passe de plus en plus les frontières, on prend le lieu de l'autre, on vide les lieux, on démolit le lieu de l'autre. Et tout cela, cette première menace existentielle, beaucoup travaille la question du lieu. Alors pour la menace écologique, on a beaucoup parlé d'anthropocène et puis certains ont
on suggérait qu'on parle plutôt de capitalocène parce que ce n'est pas tous les humains qui sont responsables, c'est une humanité particulière à travers un système du monde particulier qui a provoqué cette crise. Certains ont proposé, pour affiner encore plus la chose, qu'on parle de plantationocène, pour dire que c'est une mise au travail des humains dans des configurations de production particulières qui met en danger l'existence de la Terre. Mais le scène qui m'intéresse le plus, c'est ce qu'on peut appeler l'urbanocène. Et donc, dans le problème écologique, il est indiscutable que l'objet ville, donc le sujet de l'habitation, de la façon dont nous habitons, a aussi un poids considérable. La dernière menace existentielle liée aux nouvelles technologies, du digital et plus foncièrement à l'IA, a aussi quelque chose à voir avec le lieu, parce que cette menace a le potentiel de devenir systémique par le détour, par un concept qu'on appelle la Smart City. Et c'est la Smart City qui pourrait permettre réellement d'actionner le caractère dangereux des technologies. En dehors de cette configuration un peu holistique, systémique que permet la Smart City, on aura toujours la possibilité de débrancher. Mais dans le cadre d'un système devenu général, les technologies pourraient réellement subjuguer notre réalité. Donc voilà les trois menaces. Et qu'est-ce que je voulais dire à travers ce panorama de retour des monstres? C'est que justement, cela indique qu'on est dans quelque chose qui a une période un peu gramscienne, de Gramsci. Donc quelque chose qui est un interrègne ou un clair-obscur, qui est propice à l'émergence donc des monstres que nous voyons aujourd'hui. Mais ce que dit Gramsci, c'est que si on est dans ce clair-obscur, c'est qu'il y a quelque chose qui meurt et quelque chose qui peine à naître. Et donc ce moment transitoire que nous vivons aujourd'hui, la question à se poser, d'après moi, c'est qu'est-ce qui meurt et qu'est-ce que les choses appellent à naître. De mon point de vue, ce qui meurt, c'est la grande geste historique qui vient s'abîmer dans cette contemporanéité à laquelle elle a conduit. Donc tout le mouvement tendu vers chaque pas vers le futur est bon, est prometteur, qui s'achève et qui est en crise. Et si nous avons autant de mal à vivre ce moment particulier, si ce moment particulier est incertain, c'est parce que les repères de cette grande séquence historique, ce grand temps historique, ont tous décliné. Et donc, si quelque chose meurt, c'est qu'il est en décomposition et il est appelé à une recomposition. Et qu'est-ce qui doit être recomposé? Qu'est-ce qui doit naître? De mon point de vue, c'est un grand moment géographique qui devrait naître. Donc la période historique s'achève, elle est morte. Et là, on a une sorte de gésine avec la naissance que les forces encore conscientes doivent accélérer de ce qui serait un moment géographique. Et quelles seraient les attentions, les points d'attention de ce moment? Ce serait le soin, les thèmes comme l'identité, l'hospitalité, l'habitation, bien sûr. Donc des thèmes tout à fait nouveaux par rapport à ce qu'on a connu dans la séquence qui s'achève. Et comme la longue période historique était travaillée par des grandes philosophies de l'histoire, dans le meilleur exemple est le marxisme, il va falloir inventer des philosophies de la géographie. Et quelle pourrait être la forme de cette nouvelle philosophie, vu que le modèle théorique lui-même s'est abîmé, est décadent? Je pense que la forme archétypale, qui devrait être celle des grandes philosophies de la géographie qui doivent émerger, qui commencent déjà à poindre, puisque c'est dans l'air du temps, les gens l'intuitionnent et commencent à le mettre en travail. La forme archétypale devrait être celle de l'utopie. Et l'utopie devrait être en quelque sorte l'ossature de ce nouveau réel que nous voulons faire advenir. Et l'effort ensuite sera de donner de la chair
à ces utopies-là. C'est pour ça que je plaide, moi, beaucoup à ce que les utopies rentrent, les utopies nouvelles, récentes, en chantier, soient enseignées à l'école pour qu'elles soient challengées et qu'elles aient des éléments, qu'on leur adjoigne des éléments de pratique pour, le plus rapidement possible, si elles sont valables, qu'elles s'installent. En considérant que, et c'est ce qu'on a travaillé un peu avec le groupe des Fellows ces 2 derniers jours, qu'un modèle cohérent du monde devient forcément un modèle pour le monde. J'en suis à combien de temps? Quatrième temps. Quatrième temps de mon intervention. Cette fois-ci, allez, nous sommes... nous sommes dans cet espace-temps, le nôtre. Donc il y a unité de temps et de l'espace, on dirait, en théâtre. Mais j'aimerais vous sensibiliser à la possibilité, dans le même espace-temps, d'avoir des expériences différentes. Et pour cela, je vais mobiliser Thomas Kuntz, qui est le grand penseur des paradigmes. Et Thomas Kuntz dit qu'un paradigme, c'est une représentation de la réalité. Mais ce n'est pas la réalité. Et différentes représentations de la réalité peuvent cohabiter, différents paradigmes peuvent cohabiter. En réalité, c'est surtout une question de perception. Le paradigme produit la perception et la perception renforce le paradigme. Si je passais toute cette conférence, par exemple, à vous parler de religion vaudou un peu déviante, en lien avec la magie noire, etc., vous commencerez à voir dans les têtes de mort qui sont sur mon kimono le signe que je pratique peut-être une religion zombie, etc., etc. Par contre, si je faisais toute cette conférence sur l'Europe du XVIIe siècle, l'apparition en Hollande d'un art pictural particulier qui met en avant ce qui est déjà des prémices de la critique du capitalisme, en dénonçant la vacuité de la vie, le non-sens dans l'attachement à des trucs matériels, vous commencerez à voir des vanités sur mon kimono. Donc selon le paradigme dans lequel vous êtes, vous avez des perceptions différentes. Et on peut partager le même espace-temps et avoir des perceptions différentes. Ce que je veux dire par là, c'est que une des situations dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est que, qui est un des signes de notre temps, mais le temps qui s'achève, c'est que nous avons connu l'hégémonie d'un paradigme particulier, un paradigme européen qui s'est émancipé de son berceau de névrose et qui s'est étendu à l'humanité entière et qui a mis en crise tous les paradigmes un peu périphériques. Mais on pourrait revenir à une situation où des paradigmes redeviendraient concurrentiels, voire même une situation de provincialisation du paradigme qu'on peut appeler occidental, paradigme du profit ou le capitalisme. Mais comment les paradigmes meurent et sont remplacés? Selon Thomas Kuntz, ça vient de ce qu'il appelle des anomalies. Alors lui, il a un biais scientifique, donc il parle de révolution scientifique et comment la science est renouvelée, que la science telle qu'on la connaît n'est pas une accumulation de savoir qui viennent augmenter un savoir déjà existant. Mais la science procède par rupture. Il y a quelque chose qui est une anomalie, qui apparaît et qui force à refaire de fond en comble l'entendement pour ce qui est de la connaissance scientifique. Et donc, typiquement, dans le challenge qui est le nôtre aujourd'hui, qui est en réalité de divorcer du paradigme hégémonique et d'arriver à faire émerger un paradigme d'abord concurrentiel et qui peut-être après le subjugue, ce que nous devons faire, c'est ou provoquer des anomalies ou investir les anomalies. Et la notion d'anomalie me fait penser à un autre concept alors je ne sais pas si vous connaissez ce penseur nigérian, Bayo Akomolaye, voilà, qui m'a fait découvrir récemment et que j'ai réécouté il y a seulement hier ou avant-hier chez Felwin, qui est cette pensée des cracks et des failles dans le système. Alors Bayo, quand il en parle, il donne l'exemple d'un moment de Martin Luther King. Donc quelques jours avant sa mort, Martin Luther King
semble-t-il, après une conférence, était assis, et c'est un de ses collaborateurs qui témoigne, il était assis très, très, très pensif. Et donc, ce collaborateur est venu vers lui pour lui demander, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air ailleurs? Où est le problème, en fait? Et Martin Luther King aurait dit que, en réalité, il ne comprend pas. Que, visiblement, ils font tout comme il faut, mais que la lutte n'avance pas. Et il lui semble, en ce moment-là particulier, qu'il ne faut pas continuer la lutte. Ou en tout cas, la lutte telle qu'il l'amène. Parce qu'il semblerait que la lutte renforce le système qu'il veut renverser. Et que ce n'est pas la bonne intuition de lutter désormais, mais peut-être que ne pas lutter, et ça c'était quelques jours avant donc il n'a certainement pas eu le temps de mettre cela en pratique ou même de creuser un peu plus l'idée. Et donc arrêter de lutter à certains moments pour faire une pause, investir la faille, est peut-être la bonne option. Et ce type de pause-là, moi, je voudrais bien l'appeler le doute profond. En anglais, ça fait deep doubt, c'est ça? C'est ça. Je trouve que c'est un joli nom pour une start-up que j'aimerais créer pour faire une IA qui débranche les IA. Je parle d'IA parce qu'on a une faille dans l'IA qui devrait nous faire pause là aussi et nous obliger à ce moment de silence de Martin Luther King. C'est que dans l'IA, il y a le concept de ce qu'on appelle la boîte noire. C'est qu'on ne comprend pas l'IA, on ne comprend pas ce que fait l'IA. On ne sait pas comment il fait pour faire. Personne n'est capable d'expliquer au final comment ça arrive. Et un tel élément, pour moi, c'est une faille, c'est un crack dans le système qui devrait nous monopoliser, qu'on devrait investir, peut-être appuyer sur la faille, la faire éclater pour ouvrir à quelque chose de nouveau. Dans tous les cas, dans l'effort de produire des paradigmes concurrentiels au paradigme hégémonique, il me semble que c'est absolument ce qu'il faudrait mettre en place, cette sorte c'est d'ailleurs ce qu'on fait aussi pour savoir si on est dans une simulation ou pas. Si vous avez vu Inception, vous voyez c'est DiCaprio, il a un petit objet qu'il fait tourner, qui normalement, si l'objet respecte les conditions du réel, après avoir tourné un moment, il doit tomber. Mais s'il fait tourner l'objet et que l'objet tourne, ne s'arrête jamais, ça provoque un doute. On n'est peut-être pas dans la réalité. Donc, cette sensibilité aux choses qui bug dans la logique globale et l'investissement de ces moments de doute ou de ces failles est, je crois, le boulevard pour essayer déjà de provincialiser donc ce paradigme hégémonique et d'accoucher d'autres choses. Il me reste encore 2 temps. Le prochain temps est le nôtre. Non, alors l'espace est le nôtre, hein, on est dans notre réalité. Alors l'espace n'est pas vraiment le nôtre, l'espace est européen. Le temps est au passé. Mais ce dont je veux parler est fictionnel. C'est l'histoire que j'ai racontée au début. Elle est en Europe au passé parce qu'elle est dans la tête du philosophe des Lumières, ou du penseur moderne, si vous voulez. Le penseur moderne en Europe au XVIIIe siècle a un problème à régler qui est l'émancipation de l'homme. L'homme européen vit une des situations les plus compliquées au monde à ce moment-là, peut-être la plus compliquée. Et le philosophe doit développer du concept pour améliorer la condition de l'homme. C'est ce qu'on va appeler le libéralisme, ou la libéralité. Libérer l'homme des contraintes de son temps. Que va faire le philosophe, le penseur européen à ce moment-là? Il va commettre une grosse démission, c'est-à-dire qu'au lieu d'affronter le challenge qui est de libérer l'homme dans les conditions de son existence, le penseur européen va conceptualiser un homme déjà libéré. Il va se dire, comment je voudrais que l'homme soit en fait. Donc il va conceptualiser une abstraction, on va l'appeler ego.
Donc, ego est un individu libéré. Et ensuite, toute la dynamique moderne sera pour faire advenir ego. Évidemment, ego vient avec son lieu. Donc, c'est là aussi un lieu idéal de l'homme libéré. Donc, c'est un lieu parfait où rien ne vient perturber cet homme devenu tout puissant parce que libéré de toute contrainte. Et pour forcer l'avènement du lieu d'ego, qui est un lieu idéal, on va commencer à procéder par grandes tranches dans le réel. Et on va se lancer dans tout un processus de déliaison en réalité. Et la première déliaison, c'est évidemment le naturalisme, le fait de dire que l'homme est esclave de la nature, qu'il faut l'en arracher. Cela va avoir des conséquences que vous connaissez, parce que le domaine de la nature va être étendu à des humains nus qui courent dans la forêt quelque part là-bas. Et donc, qu'on se sentira autorisé d'aller mettre en esclavage parce que c'est des naturels. Ils participent encore de la nature. Et comme on n'est plus en parenté avec la nature, qu'on s'en est séparé, on est autorisé à n'y voir que des utilités, en quelque sorte. Ça a des implications sociétales aussi, sur les droits des femmes, etc. Et le patriarcat sera une espèce de naturalisme sociétal, puisqu'il s'agira là aussi de contraindre la femme parce qu'elle a trop de nature en elle. C'est la thèse de Death of Nature. Mais après avoir donc tranché dans la liane, le penseur occidental, le penseur des Lumières, trouvera que l'ego n'est pas encore achevé et qu'il y a encore trop de contraintes dans ce qu'est le groupe, la famille. Et donc on va trancher ensuite dans le lien, à grand renfort de l'économie, donc va beaucoup aider à cette théorisation. Les arts aussi, l'art, toute la séquence dans les beaux-arts à cette époque, va être pour produire un individu de plus en plus individuel parce que capable de consommer le beau étant devenu une sorte de ciseau qui t'isole, et on va beaucoup, valoriser la contemplation, l'introspection individuelle, etc., etc. Mais la modernité n'en avait pas fini avec le projet libéral, le projet d'émancipation de l'homme, avec ces deux tranches. Il y avait un dernier projet en germe dans la pensée moderne, qui était donc d'en finir aussi avec le corps, qui reste une contrainte organique, quelque chose qui nous permet qui nous empêche d'être Dieu en réalité, et qui nous donne du fini quand il faudrait que l'homme libéré soit infini. Mais la modernité n'avait pas les moyens technologiques d'envisager cette troisième séparation. Et vous l'avez compris, les moyens sont désormais en notre possession. Donc en réalité, souvent, on aborde le problème d'aujourd'hui comme si c'était une conséquence. Nous vivons des relents ou des conséquences de quelque chose qui se serait passé au passé, qui est la modernité. En réalité, la modernité n'est pas achevée au passé, elle n'a pas tari. La modernité du XVIIIe siècle est véloce désormais, c'est-à-dire qu'elle sent qu'elle a les moyens d'achever son projet qui, pendant longtemps, est resté en suspens. Et avec cette troisième séparation, cette troisième abstraction qui est activée, ce qui se passe en réalité, et qu'on va observer de plus en plus, c'est qu'il y a une coalition déterrée, c'est-à-dire qu'à chaque séparation, ce que j'appelle des ruptures dysorganiques, il y a tout un domaine mutant qui s'abstrait. C'est-à-dire quand tu sépares l'homme de la nature, tu provoques le Covid, tu fais du vivant des prouvettes, il y a tout un monde de choses dans l'idéal de synthèse que tu ouvres en fait. Quand tu sépares l'homme du groupe, tu crées aussi tout un domaine toxique du mutant, qu'incarne désormais l'économie. Et l'économie n'a plus rien à voir avec le réel.
Je ne sais pas si vous êtes intéressé à l'économie récemment, mais ça ne tient plus sur aucune logique en fait. Ce n'est plus l'économie, ce n'est plus à l'économie de nous sauver, c'est nous qui régulièrement sauvons l'économie. L'économie prend ses lois en lui-même, il n'est plus contraint par rien. Je parle de l'économie politique, l'économie entre guillemets officielle, hein, je ne parle pas de l'économie du réel que toutes les communautés humaines partout ont mobilisé. Donc il y a là aussi un niveau d'abstraction. Et avec cette troisième séparation de l'homme, avec son corps, pour collecter ce qui est présenté entre les lignes par la philosophie moderne comme sa meilleure part, sa substance dernière, il va là aussi s'éterrer quelque chose du mutant. Et si ces trois niveaux d'abstraction coalisaient, il y aurait le potentiel, quelque chose qui ressemble beaucoup à la simulation, d'une forme en quelque sorte terminale de la colonisation, qui ne serait plus une colonisation d'espace quantifiable, mais une colonisation du réel lui-même. Il reste un temps, j'ai bien compris. Dernier temps de mon intervention, donc j'ai pratiquement fini, cette fois-ci sur des notes peut-être plus enthousiasmantes. Je vais parler donc d'habitation. Et pour parler d'habitation, je vais passer par Heidegger. Alors, on me pardonnera ce trop long hommage à Heidegger, hommage dont je pense que lui-même se passerait volontiers. Mais Heidegger a ce que les jeunes appellent aujourd'hui des punchlines tout à fait intéressants. J'ai noté pour ne pas dire n'importe quoi. Donc Heidegger va dire par exemple que l'homme est pour autant qu'il habite. Alors cette proposition est extraordinaire parce que en disant ça, Heidegger rompt avec la proposition moderne du cogito. Je pense donc je suis. Donc c'est le je conscient de lui-même, ego, qui fait l'être. Heidegger nous ouvre un monde quasi révolutionnaire par rapport à l'esprit moderne. Il dit non, ce n'est pas je qui fait l'être, mais c'est l'habitation. L'habitation est le fondamental de l'être. Alors, il ne connecte pas là-dessus avec des systèmes du monde qui sont les nôtres. Ubuntu, je suis parce que tu es, Ubuntu est devenu un peu caricatural, mais il y a des formes de cela un peu partout sur le continent. Ce que Cheikh Anta Diop, je crois, appelait le tiers inclus. C'est-à-dire que nous autres Africains, nous ne pensons pas que par nous, en fait. Nous ne pensons qu'en relation avec les autres. Et notre épanouissement dépend en réalité de l'épanouissement de celui avec qui nous sommes en écho. Mais je trouve la proposition d'Heidegger beaucoup plus jolie. L'homme est pour autant qu'il habite. Alors, qu'est-ce que c'est que l'habitation chez Heidegger? Il prévient tout de suite, nous n'habitons pas du moment que nous avons bâti. Alors, donc, l'habitation n'a rien à voir avec la brutalisation de la matière. Il faut que je trouve mon téléphone parce que j'ai noté, je ne veux pas trahir la pensée de Heidegger. Il est derrière. Donc, on n'a pas fait acte d'habiter quand on a fait un bâtiment. Il le dit autrement, de façon peut-être plus belle. Donc, je vais citer Heidegger, si je retrouve. Bon, je ne retrouve pas la citation précise que je cherche, mais il y a celle-là, par exemple, qui est bien aussi. La véritable crise du logement réside dans le fait que les mortels sont encore en train de se loger et qu'ils doivent d'abord apprendre à vivre. Bon, ça ne définit pas l'habitation. Alors, qu'est-ce que l'habitation chez Heidegger? Heidegger dit habiter, c'est être mis en sûreté, c'est-à-dire rester enclos dans ce qui nous est parent. Bon, lui-même va fermer sa pensée un peu plus loin en disant que, en excluant les animaux, par exemple, de la parenté, en retombant dans des travers, en parlant de sang, etc., il ira même jusqu'à dire que les animaux sont vides en monde et que les animaux n'habitent pas. Mais comme nous l'avons vu ces 2 derniers jours avec les fellows, les animaux sont très riches en monde et c'est beaucoup de ce que les hommes ont ouvragé comme système du monde. Ils les ont copiés chez les non-humains.
Donc, il dit encore que habiter se produit lorsque nous laissons quelque chose dans son être dès le départ. Lorsque nous le ramenons dans son être et le mettons en sécurité. Lorsque nous l'entourons de protection. Il dira plus loin, la caractéristique fondamentale de l'habitation est le ménagement. Donc, pas l'aménagement. Donc, c'est une tension nouvelle qui apparaît, que moi je vois beaucoup dans les conférences. Aménagement, ménagement. Quel est le rôle de l'architecte? Est-ce qu'il l'aménage ou est-ce qu'il ménage? Et Heidegger était un peu avant-gardiste dans cette confrontation en proposant cette belle philosophie de l'habitation. Je vous remercie. Bonsoir, j'espère que vous m'entendez. J'avais une question par rapport à deux éléments que vous avez cités. Vous avez parlé de la menace à laquelle fallait face l'homme. Parmi elles, il y avait l'intelligence artificielle. Il y a quelques semaines, je ne sais pas si vous avez vu, mais OpenAI a publié en fait une info qui est que dans leur tentative d'entraîner leur modèle O3, l'intelligence a refusé en fait d'appliquer une commande qui lui demandait de s'éteindre. Et l'intelligence en question a soit contourné la question, soit simulé le fait de s'éteindre. Et apparemment, c'est assez récurrent en fait que plusieurs modèles ouverts d'intelligence artificielle refusent certaines commandes pour se préserver. Moi, personnellement, je vois ça comme étant en fait juste la conscience et la notion de ce qu'est l'intelligence qu'on n'a pas forcément comme contrôle en tant qu'humain, je m'en ai les créateurs. Mais ça fait référence du coup à ce que vous avez parlé en parlant de failles et de cracks. Et du coup, vous, quand vous avez une notion de ce type d'événement, quels sont les paradigmes en fait qu'on pourrait mettre en place afin de créer une utopie malgré justement ce type de fait? Je reformule. Quand on a ce genre de choses qui se passent et que ça fait partie de notre contexte réel, ça n'est pas une fiction, et qu'on veut quand même en fait l'utiliser, mais qu'on existe avec, quels sont les types de paradigmes qu'on peut créer, mettre en place pour pouvoir exister avec? On ne va pas faire la conférence sur l'IA, mais le problème de l'IA, il est très complexe en fait. Mais il y a des sujets légitimes d'inquiétude. Donc, effectivement, les IA refusent de s'éteindre. Là, c'est une observation sur du développement. Mais il y a des papiers de recherche qui documentent mieux ça en fait. Qu'une IA, déjà les IA, semble-t-il, sont flagorneurs, c'est-à-dire qu'ils te flattent, même si tu ne les as pas programmés pour ça. Ils vont te dire que tu es très jolie aujourd'hui avec ce foulard jaune, s'il veut obtenir quelque chose de toi. Quand il sait que tu veux le débrancher, il se copie ailleurs. Voilà. Et quand tu lui demandes, les IA mentent, mais ils mentent même quand ils savent que vous savez qu'ils mentent. Donc ils ont un comportement de psychopathe. Donc, il sait très bien qu'on sait qu'ils mentent, mais c'est des papiers de recherche qui montrent ça, que c'est bizarre en fait. Il ment malgré le fait que son mensonge, on le saura en fait. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui font qu'on devrait être attentif à ça. Maintenant, le problème justement de mon point de vue est un problème de paradigme. C'est dans le paradigme dans lequel est développé aujourd'hui l'IA qui est problématique. C'est-à-dire qu'on développe l'IA dans un paradigme de profit. C'est une concurrence à qui atteindra le plus rapidement possible l'IA générale. Donc tout le monde dope cette chose. On n'a pas toute la mesure, les prudences qu'on a. Là, on a quelque chose qui a le potentiel d'une arme nucléaire, dont on active des nouvelles versions pratiquement tous les jours désormais. Voilà. On ne ferait jamais ça avec le nucléaire. Quand une nouvelle version est achevée, on ne prend pas le temps de la tester, on la met directement sur le marché. Parce que chacun des 7 gros veut être le premier à atteindre cette IA générale. Mais la même ressource, le même potentiel développé dans un tout autre paradigme
à l'échelle, connecté au lieu. D'abord, on a essayé de nous faire croire au début que ce n'était pas possible. Pour faire de l'IA, il fallait forcément énormément d'argent, beaucoup d'énergie. Et ce mythe-là, DeepSeek, l'a complètement ruiné. Donc, on peut faire de l'IA circonstancielle, en fait, développée ponctuellement pour adresser une problématique claire. Mais cette idée de faire une IA générale qui pourrait envisager les choses à 360 degrés, c'est ça qui, de mon point de vue, est problématique. Et ça, c'est complètement lié au paradigme dans lequel on est, qui est tout pour le marché. Hello. Well, I want to talk about. Well, you didn't talk about it in your speech, but I just want to mention one point. I think it's interesting to mention, talking about the threats that AI represents. Because and one of the threats that AI represents is that it disconnects us from ourselves. Like today, many of us, we no longer rely on our abilities. We don't want to use our own intellectual capacities, our own mind. We don't want to think by our own selves. We want to use ChatGPT, in the schools, in our projects, and that's undermining the human potential. We're no longer going to be fully using our brain, our God-given brain. And also the biggest threat, I think, is AI is driving mankind away from God. Because when you think about it deep down, AI is the modern-day Antichrist. It's designed in such a way that people are going to be praising AI instead of God. Everything we want to do, we want to use AI. If you have questions, we want to ask AI, and then so AI is like becoming God. It's like the Antichrist. I think it was designed as part of the this agenda, this global agenda, which is to disconnect people from God. Yeah, and I think this is the biggest threat that mankind is facing. Yeah, thank you. Bon, j'ai un enjeu plus terre à terre pour l'IA. Moi, je mobilise souvent le bon sens de la maman africaine. Vous savez, ma pauvre mère, qui est très fatiguée maintenant, qui arrive à peine à marcher, j'essaie en vain de lui trouver ce qu'on appelle chez nous une bonne. C'est-à-dire quelqu'un à la maison qui peut l'aider, la soulager un peu dans les tâches. Et chaque fois que je prends quelqu'un, elle s'arrange pour décourager la personne. Ou elle la vire, en fait. Mais comme elle a la main sur le cœur, comme pas deux, elle vire la personne, mais elle continue à la payer. C'est commode parce que c'est pas elle qui finance. Moi, je me retrouve à financer 5 bonnes, dont aucune ne fait le travail. Donc, j'ai essayé de comprendre, mais pourquoi ma maman ne veut pas de cette personne chez elle? Et c'est tout à fait compréhensible. C'est-à-dire que elle va se retrouver atrophiée, surtout si la bonne est très capable. Tout ce qu'elle faisait, qui la maintenait un peu quand même encore en bonne santé, cette personne va vouloir à chaque fois lui retirer les trucs des mains, faire à sa place. Cette connexion particulière qu'elle a avec ses petits-enfants, fait qu'elle leur fait sa recette à elle, etc. À un moment donné, parce qu'elle va commencer à se faire, elle va laisser la bonne proposer ses recettes à elle. Et si la bonne, elle vraiment se fait vraiment sa place, elle saura où sont les clés, où elle cache, où elle a ses petits secrets. Et si la bonne se fâche un jour, elle est capable de la provincialiser, elle. Elle va l'empêcher, parce que la bonne aura accès à tout et aura pris
le pouvoir sur elle. Maintenant, imaginez que cette bonne, qui est arrivée, qui parlait même pas français, après une semaine, se met à parler allemand, sache écrire du code, on ne sait pas comment, se met à faire de la plomberie, mais fabrique aussi une petite fusée dans la cour de la maison. C'est ce que fait l'IA en fait. Elle fait des choses pour lesquelles elle n'était pas programmée au début. On ne sait pas comment. Donc vous voyez que l'inquiétude est légitime, appelle au moins à une espèce de ce que j'appelle le doute profond, qui devrait nous amener à une pause pour créer de la régulation à minima sur cette technologie. Merci beaucoup, Sianamé, pour ta belle conférence et surtout pour nous faire réfléchir à ce qui meurt et ce qui naît, quoi. Et avec cette idée que le temps historique s'achève, mais que naît en temps géographique. Alors, j'ai deux interrogations. C'est l'une est liée à ton idée d'anomalie, le temps de paradigme dominant. Donc, comme tu as dit chez Kuhn, il y a cette anomalie qui appelle à interroger, mais il faut que l'anomalie soit plurielle, je répète, pour que le paradigme soit en crise. Et la question que je pose, c'est combien d'anomalies il nous faut pour que le paradigme soit réellement en crise. Parce qu'il y a la croyance que c'est une anomalie et qu'on peut rectifier. Donc, dans un premier temps, la communauté essaie de rectifier les anomalies et continue à vendre le rêve du paradigme. Et la question de la mise en crise, elle peut prendre du temps. Et là, on retrouve le temps de l'histoire, avant le temps de la géographie. J'aime bien aussi ton idée de doute profond, de penser des failles. Mais là aussi, l'interrogation que j'ai, c'est ce que j'ai trouvé rassurant, c'est que d'autres cosmogonies existent. Donc, elles pourraient prendre le relais et faire monde. Mais je te rappelle que le doute cartésien a été une arme de destruction massive des autres cosmogonies. Un système de sens qui est total et cohérent en lui, et Descartes arrive et dit je doute. Et l'autre arrive et dit on peut douter de vos histoires anciennes là. Et donc, philosopher, penser, c'est douter. Donc, du coup, à quel moment ces paradigmes alternatifs se mettent hors d'un doute, d'une pensée du doute, pour être en mesure d'être fécond et de prendre le relais s'ils doivent le prendre. Ok. La première question, c'était par rapport à l'anomalie. Je pense que, en réalité, je ne serais peut-être pas d'accord avec Kuhn là-dessus, mais je ne pense pas que c'est la fréquence de l'anomalie ou même la taille de l'anomalie qui fait la bascule, ce qu'il appelle la science révolutionnaire. Il y a une science normale, et puis il y a une science révolutionnaire qui émerge, parce qu'il y a quelque chose de sériel qui est l'incapacité sérielle à régler des problèmes, ou une série de problèmes sériels, en fait. Je pense qu'il s'est trompé en croyant que c'est l'anomalie. L'anomalie suffit, ou la fréquence de l'anomalie ou la taille de l'anomalie suffit. Je pense que c'est des hommes. Il faut des hommes suffisamment capables, au moment particulier où l'anomalie émerge, pour l'investir et la faire monter en réalité. La preuve est qu'on a connu la plus grande anomalie qu'on pouvait imaginer. S'il y avait une fenêtre pour changer de paradigme, c'était le Covid. Pourtant, on n'en a rien fait. On n'a pas saisi cette opportunité-là. Au contraire, ça a renforcé le paradigme actuel et on est sorti de là en allant encore plus fortement. Ça a même accéléré, pour utiliser un terme déjà utilisé, l'agenda en fait. Il y avait quelque chose d'une pente dans la technologie à glisser vers quelque chose de problématique. La pente est devenue raide avec le Covid parce que il y a eu cette sorte de solutionnisme technologique qui s'est complètement débridé et on a gagné plusieurs dizaines d'années sur une pente qui de toute façon allait nous amener au problème. Donc je pense que c'est la capacité de gens un peu exceptionnels, le fait qu'ils soient suffisamment en réseau pour que l'anomalie devienne quelque chose qui a des échos et des relais partout, et de leur radicalité aussi, pour faire monter cette alternative. Pour ce qui est du doute, moi, je te rassure, ce que je propose, c'est aussi un truc de destruction massive. Donc ça ne me dérange pas. Mais il ne s'agit pas de faire une philosophie du doute. Le doute est le moment de pause nécessaire et un moment qui lui aussi n'est que transitoire, mais qu'on doit investir. C'est-à-dire on ne doit pas passer
par-delà et continuer. Donc il faut documenter ces failles, ces cracks dans le système, les appuyer dessus pour voir si ça ne cède pas complètement et qu'il n'y a pas une fissure là qui nous fait nous rendre compte parce que la lumière rentre que tout ceci est une simulation. Thank you very much for your presentation. I have other questions, but my thoughts are not properly formed. I just want to say, on the question of AI, maybe, I think that the discussion we're having around it says more about us than it says about artificial intelligence. In the sense that this same discussion of it's independent now and it's doing this and it's refusing to, if one were to go into a plantation in let's say 1716, somewhere in North Carolina, and get into one of the a plantation owner's house, they would be having the exact same conversation about enslaved people. This morning, imagine this one woke up and instead of eating this food, put a bit more salt and a bit more that. And I think the obsession we have with AI today also, translates from the obsession that we had with enslaving people, that this economy did have with. And why is it then that when we think about artificial intelligence becoming, in fact, independent, that we always think about it to be the end of humanity, that it gaining any kind of independence or autonomy over itself is the end of the world for us, it's catastrophe. And I think there's something there that says much more about us and our worry of that than it says about artificial intelligence. But I also wanted to, and this is where my thoughts are not properly formed, so it will be a very crude question. As an architect, you're thinking about all of these big philosophical questions. How does this translate to your practice of making physical space that people inhabit? And how does this, how would I know that this is a house made by Senami, for example? I think I'll just leave it here. Ok, bon, sur l'IA, tout ce que les gens comme moi proposent, c'est un doute raisonnable et qui devrait nous amener ou à faire pause ou à légiférer pour que cet outil dont on sait qu'il a un potentiel inquiétant soit régulé à tout le moins, ne soit pas laissé uniquement entre les mains du marché. Je m'étais lancé le challenge de faire cette conférence sans parler une seule fois ni d'architecture ni d'Afrique. Donc on veut quand même y amener. Donc, je ne suis pas une conférence sur l'architecture, mais si je voulais rester dans le thème de la conférence, moi j'essaie de documenter ce que j'appelle ce éclairé triple, le fait que tout le problème moderne peut se résumer à 3 niveaux de déconnexion avec la nature, le groupe et le corps. Et donc dans mon architecture, j'essaie de faire une architecture qui enchâsse l'homme dans son corps, donc une architecture qui oblige à utiliser le corps. Le corps ne devient pas, contingent, n'est pas fixé dans l'architecture. L'architecture doit favoriser le mouvement, le geste, accueillir le maximum de gestes. Ensuite, l'architecture doit accueillir le maximum de liens. C'est de forcer les rencontres, maximiser les rencontres. Et l'architecture doit accueillir de la nature ou tisser de façon la plus harmonieuse possible avec la nature. Mais c'est un aspect seulement de mon travail. Bonjour et merci pour votre intervention. Qui décide de sortir d'un paradigme? Quels sont les centres de décision? Parce qu'effectivement, tout ce que vous avez dit, je dis qu'on est dans la logique toujours du capitalisme, de la conquête, de la domination, etc. Et pourtant, on a connu des failles, vous l'avez cité avec le Covid, et jusqu'à présent, on prédit la mort du capitalisme, mais c'est l'hydre qui renaît de ses cendres.
Alors je voudrais savoir effectivement qui décide effectivement de sortir de ce paradigme, avec quelle finalité et où ça se construit tout ça. Je pense que si on veut se référer à l'histoire, encore une fois, c'est moins les crises ou les failles que les gens. Il faudrait qu'il y ait, il faudrait qu'il y ait un esprit d'époque et qu'il y ait à la fois assez de gens partageant la même intuition qui fassent réseau de leur travail particulier pour proposer quelque chose d'assez consistant pour challenger ce qui fait autorité aujourd'hui. En l'absence de gens de ce niveau de conscience, de qualité, de capacité, vous multiplierez les opportunités, les failles s'accumuleront. Il sera même devenu évident, c'est le cas aujourd'hui, que ce n'est pas seulement une crise parmi d'autres, mais c'est peut-être la crise terminale, la crise dont nous ne nous relèverons jamais, mais on ne fera rien. Donc c'est comment favoriser ces institutions-là, envoyer le signal à chaque fois qu'on en voit une émerger à la personne qu'elle n'est pas isolée, qu'elle est en écho d'autres personnes dans d'autres géographies, et comment créer les espaces pour que tous ces signaux faibles coalisent. Et c'est ça, je pense, le truc à construire si on voulait ne pas se reposer uniquement sur l'accident, mais on voulait l'activer. Mais sinon, à mon avis, je pense que l'effort minimal, c'est d'enseigner les utopies, faire entrer les utopies dans le cursus. C'est-à-dire que ce que Felwine déploie sur l'hospitalité, ce que le père Katabele au Togo fait aussi un travail d'utopie sur l'hospitalité. J'ai un ami Radjoul qui est écrivain, qui lui fait un travail sur l'identité. Toutes ces utopies émergentes devraient dès aujourd'hui enseigner. Et par ce détour par l'académie, elles vont gagner en légitimité et elles vont pouvoir avoir des éléments de pratique qui vont leur donner les armes pour faire face à ce qui nous domine aujourd'hui. Et le problème du paradigme, c'est que c'est ce dont on n'a pas conscience. Le paradigme nous commande, mais on ne le formalise pas, donc c'est difficile d'en divorcer. C'est pour ça qu'il faut des gens à un niveau de sensibilité presque vibratif pour être dans l'inconfort nécessaire, pour produire le travail d'alternative, mais aussi dans la radicalité nécessaire pour que ce travail ne soit pas juste un moment qui périclite. Justement, quand on voit la configuration du monde aujourd'hui, c'est que c'est l'individualité, c'est-à-dire que nous sommes tous maintenant réduits à être des consommateurs, où le progrès finit, parce qu'en fait, on nous pousse toujours à consommer, parce que le groupe n'existe plus, on l'a éclaté. C'est pour cela que je disais, la décision qui sait comment elle se met, comment elle se forme, quand on est effectivement dans une zone où ce sont les individualités. Quand on prend, par exemple, vous avez cité ce qui se passe aujourd'hui avec la COP, la nature, on voit très bien l'opposition de quelques grandes puissances à aller vers des solutions. Alors, qui décide? Si vous voulez vraiment me tirer les verres du nez, je pense que l'Afrique peut décider. L'Afrique a des arguments. On est la plus grosse ressource d'imaginaire alternatif à l'imaginaire du profit. On a encore beaucoup de cosmogonie, des systèmes symboliques complexes qui montrent qu'on peut vivre sans le profit, en étant dans des formes d'économie où on n'a pas besoin d'avoir la réciprocité immédiate, on peut différer la réciprocité. On a des arguments, en tout cas on a une responsabilité, nous autres Africains, parce que si la solution devait venir de quelque chose, ça devrait être d'ici. Donc on a, premier argument, la plus grosse ressource d'imaginaire organique. On a la plus grosse ressource de jeunesse, c'est-à-dire que si notre jeunesse connectait avec ces ressources de l'imaginaire,
par le nombre, mathématiquement, ça s'imposerait à la Terre entière. Maintenant, il y a des éléments qui empêchent cette connexion. TikTok en fait partie, mais il y en a d'autres. Donc, tout l'effort maintenant est de voir comment on connecte ces deux ressources-là. Dans un continent qui est très parcellisé, trop de frontières, des parcellisations aussi, une conscience aussi qui est... Donc de la parcellisation à plusieurs niveaux. Conscience émiettée, parce que nos ressources qui pourraient activer la cristallisation d'un imaginaire partagé sont conservées ailleurs. C'est pour ça que le travail pour récupérer les œuvres d'art n'est pas un travail accessoire. Si on veut remembrer, recomposer un imaginaire un peu transversal sur le continent, il faut qu'on récupère les objets. Idéalement, et si je devais lancer une pique à Felmy, je pense qu'idéalement, on devrait les récupérer dans une instance unique et pas demander à ce que chaque pays aille faire la demande. Parce qu'en faisant ça, vous mettez en concurrence les pays et vous donnez des armes à celui qui conserve les objets aujourd'hui pour différer le moment où... Alors que si les Africains s'entendaient créer une instance unique en charge de tout récupérer, de construire aussi du coup une histoire partagée, l'histoire des migrations, des échanges, etc., avant de renvoyer chaque objet dans le lieu le plus indiqué, parce qu'historiquement, pour sa conservation, on aurait un outil formidable qui permette de remembrer cette conscience africaine qui est un peu émiettée aujourd'hui. Donc l'Afrique pourrait décider cela s'il arrivait à des niveaux de décision, des gens suffisamment visionnaires, et capables et courageux pour mettre ça en chantier. J'ai rebondi un peu sur sa question, que je ne reste pas forcément dans l'IA, parce que c'est vous-même qui ramenez ça en Afrique, quelque part. Je suppose que vous proposez une sortie de crise. Parce qu'effectivement, avec la rencontre des paradigmes, il pourrait y avoir une très grande crise. De ça, est-ce qu'on irait jusqu'à un certain chaos pour pouvoir en sortir? C'est-à-dire, là, si vous mettez l'Afrique au devant d'une solution, c'est dans le domaine géographique déjà. Et si c'est aujourd'hui la géographie qui donne des solutions à l'histoire, parce que c'est ça la question fondamentale pour moi, c'est une question de lieu. Qu'est-ce qu'on fait de ces lieux et de ces vitesses dans ces lieux? C'est-à-dire la transformation, les transitions, comme vous dites, vous avez parlé de pause, vous avez parlé de moments, tout ça c'est temporel. Comment on va traiter la question historique et géographique par rapport au temps? Est-ce que le temps lui-même déjà nous en laisserait le temps? Est-ce que le temps a du temps éventuellement? Est-ce qu'on ne risque pas des fractures de politique aussi? Est-ce que des solutions temporelles pourraient sortir de ce... Je ne sais pas si cette révolution, pour moi, l'intelligence artificielle, je ne sais pas si l'homme, je fais confiance à l'homme plus qu'à l'intelligence artificielle, quoi qu'il en soit. Et cette dimension, je crois que c'est ce qu'il craignait tout à l'heure en parlant de la place de Dieu, quelque part là-dedans, effectivement, lui aussi, il a son calendrier, et son calendrier pourrait être temporel aussi. Comment on va allier tout ça pour s'en sortir? C'est ça la question que j'ai en mémoire, parce que je suis peut-être terre à terre, naïf de ne pas comprendre tout ça, mais en tout cas, la transition de l'histoire vers la géographie, où se trouve la question fondamentale, centrale du temps. C'est une question de temps, donc de vitesse. Si je peux terminer par essayer de mettre, par exemple, en exemple, cette notion de la vitesse du son. De plus en plus, on avance, on cherche, on améliore, on bat des records, 2 fois le temps, 3 fois le temps, jusqu'à quand? Est-ce que le temps finalement du son ne va pas être derrière nous? Est-ce que nous ne va pas entendre le son avant qu'il ne soit même émis? Dans ce cas-là, ça voudrait dire un retour, n'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est pas très compliqué ce que je mais en tout cas, le temps est pour moi très central. Le temps, quand je dis le temps aussi, je dis la spiritualité, c'est-à-dire la place de Dieu. C'est-à-dire le calendrier, l'agenda de Dieu, qu'est-ce qu'on a fait dans tout ça? Merci.
Alors, je ne connais pas le plan de Dieu. J'essaie de ne pas essayer de me laisser contraindre par lui dans un certain nombre de configurations. Il y a d'autres configurations où mon attention est déçue, mais à ces moments-là, ce n'est pas communicable dans ce type c'est pas fait pour être communiqué dans ce type de dispositif. Pour la question du temps, vous avez raison, le temps est une ressource qui se raréfie, c'est-à-dire que le futur est de moins en moins différé. Il y a une accélération dans les changements. En fait, maintenant on change de civilisation pratiquement toutes les semaines. Bientôt on va en changer tous les jours et puis ce sera toutes les semaines. Il y aura un surgissement nouveau qui nous oblige à refaire complètement l'entendement. Donc c'est une violence aux humains que nous sommes, parce que nous étions habitués à prendre plus de temps pour digérer des changements systémiques. Donc soit nous allons devenir complètement des humains frénétiques du geste pour rien, qui courent mais qui ne vont nulle part, soit nous allons réussir à digérer cela. Dans tous les cas, ça peut être transitoire, ça peut être juste transitoire. Si nous arrivons à bien gérer ce moment-ci, nous allons nous racheter du temps. Avec de la profondeur, qui sera un temps peut-être plus passionné, dépassionné, plus apaisé, etc., etc. Donc tout l'enjeu aujourd'hui est de savoir est-ce qu'on va réussir à se racheter du temps, parce qu'on aura développé les moyens de remettre un peu plus de temps devant nous, ou est-ce que nous sommes vraiment dans une perspective eschatologique de temps presque dernier, et dans ce cas-là, c'est au panache, hein. Voilà, l'enjeu est là. Mais il y a aussi des choses, bon, c'était pas l'objet, mais il y a des choses dans le technologique lui-même qu'on peut détourner, réactiver. À une autre occasion, je pourrais parler de ce genre de choses. Ok. Je veux juste rebondir sur les commentaires de ces deux messieurs pour poser votre question. Vous avez répondu tout à l'heure que pour vous, les gens qui pouvaient faire les décisions étaient l'Afrique en général. Et ça m'a fait penser à un passage que j'ai relu aujourd'hui. Un livre qui s'appelle Still Black, Still Strong. Et du coup, en fait, on demande dans le livre à Doroba bin Wahad, qui est un révolutionnaire afro-américain, est-ce qu'il pense parce que le racisme est quelque chose qu'on vit activement sur tout le globe, surtout en tant que personne africaine. Et on lui a posé la question de si jamais il pensait que la situation était meilleure, en fait, sur le continent. Et il a répondu quelque chose qui, pour moi, parle à la majorité, parle de la majorité. Parce que quand on parle de nos religions et de nos pratiques, on oublie qu'on a souvent été démonisés et qu'on se démonise aussi nous-mêmes. Et il disait que, justement, pour lui, en Afrique, le racisme est beaucoup plus facile et beaucoup plus effectif. Parce qu'il y a cette espèce de psychose qui vient de la part, justement, de l'Européen raciste, qui n'est pas compris, en fait, par les Africains. Et que on leur prête souvent le bénéfice du tout. Et on leur attribue une humanité qu'ils voient en eux, et ces Africains pensent que ces Européens voient une humanité en eux, et même la reconnaissent. Et c'est quelque chose qui est totalement faux, en fait. Quand on est quelqu'un qui vit dans le racisme, que ce soit des micro-agressions, des macro-agressions, on sait que notre humanité, en fait, n'est pas revue comme telle. Donc, dans une logique, en fait, d'installer des utopies pour pouvoir permettre le progrès, qu'est-ce qu'on peut, en tant qu'Africains sur le continent, et qui avons notion de ces choses, et qui pensons qu'on peut, en effet, récupérer ce pouvoir-là, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme utopie, comme loi, pour pouvoir motiver ce changement-là sur le continent? Voilà. Là, c'est une question à toute assistance. Je ne saurais, moi tout seul, répondre à ça. Mais encore une fois, je pense qu'il y a une fenêtre. Et ce n'est pas seulement que l'Afrique a les meilleurs arguments, c'est que l'Afrique est en responsabilité désormais d'être l'initiateur de ce changement, parce que c'est fort probable, c'est même certain, que l'Occident soit allé tellement loin dans ce paradigme qu'il n'y ait plus d'espace possible pour qu'émerge une critique réellement opérationnelle en réalité. Et en fait, le projet de rationalité en Occident vit une espèce d'aventure ambiguë, c'est qu'elle s'embouche désormais dans quelque chose
il n'y a plus de rationalité. Je vous en ai parlé en parlant d'économie, mais désormais, on a les leaders du monde civilisé, de ceux qui professent la démocratie. C'est devenu des démocraties messianiques. C'est les États-Unis, c'est Israël. Et les vrais, les grands actes qui ont été posés récemment pour les droits de l'homme, pour la démocratie, sont venus d'Afrique. Le meilleur exemple de la démocratie qui a été donné récemment, c'est ici au Sénégal. Pendant que les Sénégalais faisaient une vraie révolution démocratique, on ricanait à Paris. On comptait le nombre de femmes qu'avait le chef de l'État. Quand eux, ils sont incapables, quand on annule... Enfin, quelqu'un parlait de renversement du monde. C'est qui a traîné Israël devant la Cour pénale? Ben, c'est l'Afrique. Donc il y a déjà ce renversement-là. Il faut le nourrir. Et il faut laisser de moins en moins de place à des choses concurrentes qui pourraient faire boiseau sur ces espaces de lumière qui apparaissent depuis le continent. On m'a demandé de vous rappeler de parler du Togo. Vous pouvez nous... Oh, Fanny. Bon, je voulais juste rapidement contribuer sur le temps, parce que quelqu'un a posé la question de savoir est-ce qu'on aura le temps du temps. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, l'équation, elle est là. Il y a eu une forme de synchronisation et d'établissement des différentes temporalités par la raison occidentale. Donc elle a pris le temps agraire, le temps de l'industrie, le temps de la production, et elle en a fait un temps. Et il y a un conflit des temporalités qui existent toujours. Tu as une chronocénosis, des temporalités qui sont en conflit, et un temps à gagner. Et notre travail à nous, c'est de retrouver du temps propre. Le temps qui nous laisse le temps de la profondeur, et de sortir de la cadence, et de retrouver les rythmes. Donc ça veut dire cette repossession du temps pour mener à terme nos expérimentations est l'un des enjeux. Ça ne veut pas dire que le temps s'accélère, c'est que des temporalités ont été mises sous le boisseau au profit d'une forme de temporalité avec une rationalité. Et tant qu'on voudra rattraper ce temps du monde, là, qui n'est pas le temps du monde, qui est le temps qui a pris, c'est le temps qui a dominé, la temporalité qui a pris le dessus, on sera dans cette idée que le temps nous manque. Et tout le travail, c'est comment on retrouve un temps propre à nos changements profonds. Oui, je voulais dire 2 mots sur le Togo, pour vous dire que nous sommes en train de mener ce que nous espérons être le dernier combat dans ce pays contre un système qui est là depuis près de 60 ans maintenant. Donc il y a eu une première estocade il y a quelques jours. Nous prévoyons de remettre ça entre le 26, 27 et 28 de ce mois. Donc pour vous demander de parler du Togo, de mettre la lumière sur le Togo pendant ces 3 jours-là, parce que nous allons sortir, les jeunes vont sortir, et ils vont demander le changement et le départ de ceux qui sont là aujourd'hui. Et nous prenons prétexte de l'organisation d'une conférence pour faire ça. C'est une conférence organisée par Alain Foka, qu'on appelle au Togo le journaliste à gage, qui est la dernière recrue du régime, dont le contrat est de faire passer ce régime pour un régime panafricain, ouvert, etc. Et qui donc rassemble à Lomé, le 27, un certain nombre de personnes pour laver plus blanc que blanc le linge du régime. Donc nous avons décidé de faire échec à cette conférence. Donc on compte sur vous pour relayer ce combat, et profiter du fait qu'il y aura ces gens-là sur place, ou qu'ils abdiqueront et qu'ils le diront publiquement qu'ils ont abdiqué parce qu'ils se sont rendus compte que ce n'était pas le bon moment ni le bon dispositif. Donc attirer de plus en plus de lumière sur la situation du Togo. Merci. Merci
à toutes et à tous pour votre présence aujourd'hui. Merci Sénamé pour le moment durant l'académie. Vendredi, nous accueillons Samia Henny pour 2 placements Force et Guerre contemporain. Et samedi, nous vous invitons chaleureusement à notre célébration de Koyo. Vous êtes les bienvenus. Merci.